Introduction. Dans la langue arabe abbasside, un renversement subit et radical du pouvoir exécutif prend le nom de daoula. Ce terme est sémantiquement lié, comme la révolutio latine, à l'idée de tour du cercle, ou de l'année, et donc de circulation et de retournement du sort. Le terme désigne ainsi le tour de rôle et la période de révolution, et donc le pouvoir à qui échoit le sort entre chaque retournement, une dynastie. À terme, le vocable s'est étendu à l'entourage du prince, à la cour, et de là, il traduit l'idée européenne moderne d'État. Cependant, les deux champs sémantiques sont opposés. Le concept français, second, dérivant de la racine indo-européenne de ce qui est et reste stable et immobile. Ainsi, dans l'univers politique, idéologique et juridique de l'islam, par opposition, la dynastie princière est conçue comme nécessairement cyclique, aléatoire et changeante. Cette particularité dérive en partie du problème fondamental lié au choix du détenteur du pouvoir exécutif, le calife. Les premiers arabo-musulmans tentèrent de distinguer son poste de celui des monarques anté-islamiques, dont la royauté, mulk, impliquait une idée de possession, racine malaka. Comme dans le droit coutumier des royaumes germaniques, la nature patrimoniale du pouvoir supposait une succession héréditaire, et le plus souvent patrilinéaire. Et souvent, comme chez les Hojelites d'Arabie centrale ou les Mérovingiens de Gaule, un découpage des provinces entre fils héritiers. A l'inverse, chez les fondateurs de la cité de Médine, la tâche de diriger les croyants, mu'minoun, déclinée comme le commandement des affaires, al-amr, mais aussi la détention de la puissance exécutive, sultan, et la conduite, imama, des croyants, se voulait à l'opposé de la monarchie traditionnelle. Nota bene, il ne faut pas confondre le pouvoir qui désigne l'autorité politique et la puissance qui constitue le degré de force relative d'un pouvoir. Il n'est pas ici question de traiter des rapports de force entre pouvoirs, mais le principe du pouvoir lui-même. Dans la mesure où la communauté des croyants, Ummah, est conçue comme le produit de l'autorité unique de Muhammad en sa qualité d'apôtre de Dieu, 622 à 632, les califes qui lui succèdent étaient à leur tour des monarques, au sens politique, de chef unique du pouvoir exécutif. Mieux, la singularité théorique de ce commandeur des croyants, selon les plus anciens documents, constitue la seule règle d'accord entre tous les croyants, dans la mesure où le principe politique fondamental était la nécessité théologique du maintien de l'unité de la Ummah. Ce principe suppose le choix d'un unique chef, élection dont l'acceptation se doit d'être universelle et consensuelle. Nota bene, l'absence de règles de succession ne constitue pas une prémisse. En effet, la règle est toujours établie au moment de légitimer une décision et de stabiliser un rapport de force. Finalement, le titre par lequel ce poste monarchique électif est connu dans les chroniques du Moyen-Âge central, et par conséquent dans l'historiographie actuelle, est celui de calife. Théorisé au cours du IXe siècle comme étant le diminutif du vicaire de l'apôtre de Dieu, Khalifa Rasoul Allah, le calife prétend donc succéder et tenir lieu du fondateur de la communauté, Khalafa. Il s'inscrit alors dans le prolongement de son premier titulaire théorique, Abou Bakr, qui règne de 632 à 634, d'un califat qui n'avait alors rien de dynastique. Toutefois, les plus anciens usages de ce terme dans la poésie et les documents du 8e siècle, au cours de l'affermissement de la dynastie marouanide, puis sous les premiers abbassides, entre 692 et 833, définissent le calife sous la forme plus ramassée de lieutenant de Dieu, Khalifat Allah. Bien que le premier régime califal eût été renversé par une révolution, daoula dynastique, au profit du second, les deux œuvrèrent dans une certaine continuité à affirmer et cristalliser peu à peu le principe de la succession familiale, patrilinéaire et héréditaire. Les abbassides y gagnèrent même le principe que le calife ne fût jamais être choisi en dehors de leur famille. Toutefois, même si la forme même de la succession patrilinéaire d'inspiration royale ou impériale finit par s'imposer, il ne pouvait être question de diviser le royaume, dans la mesure où le principe restait celui de maintenir la Ummah unie sous l'autorité d'un seul imam. Par ailleurs, même en le concevant comme une propriété matérielle, le droit musulman coranique réprouve toute priorité d'aînesse, et donc toute primogéniture successorale. Ce problème successoral n'a jamais été résolu en islam, et il a régulièrement permis des luttes plus ou moins ouvertes entre princes de sang. Les califes des 8e, 9e et 10e siècles furent ainsi l'objet de putsch, d'insurrections militaires et de révolutions de palais, qui prenaient l'un ou l'autre héritier potentiel comme effigie. Nota bene.
Il faut ici éviter toute téléologie. La communauté n'a pas besoin de calife avant de l'avoir inventé. De même, la période des Rashidoun, les bien guidés, ne constitue pas une transition vers un régime monarchique dynastique. Cela étant, le principe de l'indivision de la Oumma, derrière son unique commandeur des croyants, constitue un frein au développement de dynasties d'émirs provinciaux. Toutefois, tout en reconnaissant l'autorité spirituelle théorique du calife, la période postérieure à la 4e guerre civile, de 809 à 824, connut la formation d'un certain nombre d'émirats plus ou moins indépendants du pouvoir central. Idrissides du Maghreb, Omeyyades d'Espagne, Arlabides de Tunisie, Tahirides au Khorasan, et enfin les Toulounides en Égypte. Les détenteurs de ces potentats parvinrent à leur tour, souvent, à instaurer sur leur province le principe d'une succession dynastique, désignée en Id, qui aboutit à terme à l'éclatement final du califat au début du Xe siècle. Cependant, même dans ce cas, l'affermissement du contrôle familial et des règles de succession en son sein resta un processus complexe et inachevé qui rappelle les errements des 2 premiers siècles de l'Hégire. Par ailleurs, d'autres émirats qualifiés de kharijites conservèrent le principe d'élection sans recours théorique à la dynastie, et ce, depuis les premières indépendances lors de la 3e guerre civile de 744 à 747 au Maghreb ou à Oman. Nota bene. En histoire, c'est l'homme qui est toujours le sujet. Ce sont des hommes qui produisent des dynasties et des califats, jamais l'inverse. Problématique. Comment les tensions entre logiques familiales et principes électifs se résolurent-elles à travers la logique monarchique, dynastique, califale et émirale? Nous aborderons la dialectique primordiale entre principes électifs et logique dynastique, et leur paradoxale complémentarité au cours du 1er siècle et demi de l'Hégire. Dans un second temps, nous nous intéresserons aux stratégies qui permirent l'affermissement du principe monarchique et de l'idée de dynasties impériales, entre l'avènement de Abdelmalik, en 685, et la mort d'Al-Mamoun, 833. Enfin, nous nous concentrerons sur la tension entre délégation du pouvoir émiral dans les provinces et forces centrifuges qui aboutit à former, au IXe siècle, des dynasties indépendantes du califat.